Bonjour, donc nous allons aujourd'hui poursuivre et terminer cette série de cours consacrée donc au rapport entre la différenciation cellulaire et la transformation. Donc, en poursuivant ce que nous avions dit dans le cours dernier sur les mutations de deux enzymes, IDH1 et IDH2, dont vous vous souvenez que normalement elles catalysent la transformation de l'isocitrate en alpha-cétoglutarate et qu'en présence d'une mutation de IDH1 ou IDH2, on va obtenir un nouveau métabolite qu'on appelle un oncométabolite, le 2-hydroxyglutarate. Et ce 2-hydroxyglutarate, vous voyez, est caractérisé par la présence ici d'un OH au lieu d'avoir une double liaison O. Et comme nous l'avions mentionné dans le cours précédent, ce 2-hydroxyglutarate a toute une série d'activités, essentiellement d'inhibition d'activité enzymatique. Il va donc inhiber des DNA déméthylases, il va inhiber des histones déméthylase et donc conduire à une hyperméthylation, ce qu'on appelle un phénotype hyperméthylateur qu'on trouve dans toute une série de tumeurs qui vont porter des mutations d'IDH1 ou d'IDH2. Il va également y avoir une activité sur la méthylation des histones. Et cette activité, cette inhibition des histones déméthylases va conduire à une hyperméthylation des histones et donc des modifications des patrons d'expression génique, et en particulier dans le cas des cellules hématopoïétiques, par une inhibition de la différenciation cellulaire. Et d'autres activités également ont été rapportées pour cet oncométabolite, en particulier l'inhibition des prolyl hydroxylases, ce qui joue un rôle essentiel dans le contrôle d'une autre voie de signalisation qui est la voie HIF1-alpha, dont on parlera peut-être dans un prochain cours. Et donc, on a des activités extrêmement pléiotropes de cet oncométabolite, et ces activités pléiotropes vont toutes contribuer au développement de tumeurs. Donc, beaucoup de travaux concordants dans des modèles très divers, et ça, c'est une particularité tout à fait remarquable de cette mutation touchant au métabolisme cellulaire, c'est qu'on va la trouver dans des modèles très divers. On a vu dans de nombreux modèles de leucémie hématopoïétique, dans des modèles de gliome, dans des modèles de cholangiocarcinome. Donc, on a un extrême pléiotropisme des cibles de ces effets oncogénique de ce dérivé, avec à la fois, donc on l'a vu, un arrêt de différenciation et une induction de la prolifération. Donc ce 2-hydroxyglutarate va le composé lui-même, et on a vu quelques expériences dans le cours précédent, le composé chimique lui-même va pouvoir mimer les effets des mutations et induire l'hyperméthylation de l'ADN ou les changements de méthylation des histones, conduisant à la répression des gènes de différenciation. Et effectivement, le blocage de différenciation fait partie des caractères qui ont été observés dans presque toutes les expériences utilisant soit ces mutations, soit cet oncométabolite. Alors, on a vu qu'en général, la mutation d'IDH1 ou IDH2 n'est pas suffisante pour induire pleinement la transformation cellulaire in vivo, mais par contre, il va y avoir une coopération avec de très nombreuses autres voies de signalisation, et en particulier la voie RAS. Et on a vu que dans de nombreux modèles, la conjonction d'une mutation d'IDH1 et IDH2 ou d'une activation de la voie RAS allait être suffisante pour induire des modèles de leucémie ou des modèles de cancer du foie. Alors, toujours pour rappeler les notions que nous avions vues dans le cours précédent, on a une réversibilité, et donc dans des modèles génétiques dans lesquels on a pu exprimer cette mutation et puis ensuite l'enlever, on voit qu'on va avoir un effet sur la prolifération des cellules leucémiques ou la capacité de ces cellules à induire la leucémie. Et donc cette réversibilité qui a été montrée dans les années 2012 et suivantes, au moins dans les modèles de leucémie, a conduit à des efforts extrêmement importants pour obtenir des dérivés, des inhibiteurs pharmacologiques spécifiques de ces formes mutées de l'enzyme, dont on verra qu'ils sont très rapidement entrés en clinique, puisqu'on est déjà... Pardon. Et vous verrez que
Dans la littérature que je vais mentionner et que je vais décrire, beaucoup de cette littérature a été publiée cette année ou l'année précédente, montre déjà qu'on a progressé énormément puisqu'on est arrivé à avoir des preuves de principe de l'activité in vivo chez des patients. On a déjà pu décrire des mécanismes de résistance et on songe maintenant à des combinaisons. Alors, donc tout ceci a commencé bien sûr par la détermination des données structurales, des effets structuraux de ces mutations. Donc ces enzymes IDH1 ou IDH2 agissent comme dimères, et donc on a pu caractériser au sein du site actif l'effet de ces mutations. Et vous voyez qu'ici, quand on a une arginine qui donne l'histidine, qui est une des mutations classiques actives associées à la transformation, eh bien, on va profondément changer la forme du site actif. Et en changeant la forme du site actif, on va avoir la production de cet oncométabolite caractéristique de la transformation induite par ces mutants. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans ces cours, quand on a des bonnes données structurales, maintenant les chimistes sont des gens extraordinairement performants. Ils arrivent à deviner quelles sont les structures qui vont pouvoir interférer avec des interactions protéine-protéine. Et ensuite, il y a des outils extrêmement puissants de criblage. Et donc, ces criblages ont permis d'identifier assez rapidement une molécule de tête de fil qui vous est représentée ici. Et cette molécule tête de fil, en fait, est capable d'interagir avec la zone de dimérisation du dimère. Et elle va donc pouvoir bloquer la dimérisation de cette enzyme avec des données voyez, de structure que je ne vous commenterai pas, mais qui montrent qu'effectivement, cette molécule était capable de s'intercaler entre deux hélices qui assurent l'interaction de ce dimère. Alors, est-ce que cet inhibiteur est fonctionnel ? Bien, la réponse est oui. On va peut-être commencer par commenter la chose la plus visible, qui sont des expériences menées dans une lignée cellulaire capable de se différencier en réponse à l'érythropoïétine. Et donc l'érythropoïétine est une hormone qui va faire fabriquer de l'hémoglobine. Et ce que vous voyez, c'est que quand dans cette lignée cellulaire, on inhibe l'activité de cette enzyme avec ce composé et qu'on ajoute de l'érythropoïétine, eh bien, on va rétablir l'expression du gène de l'érythropoïétine. On va diminuer la méthylation de ce gène et on va faire apparaître dans la culture de l'hémoglobine. Donc la culture va devenir rouge, ce qui traduit la capacité de ces cellules à se différencier. Et au niveau biochimique, vous voyez que l'addition de ce composé en quantité croissante va faire diminuer des marques de méthylation, comme vous pouvez voir ici avec la méthylation sur la lysine 4, la triméthylation sur la lysine 4 ou la triméthylation sur la lysine 9 de l'histone H3. Et vous voyez donc qu'on a une baisse massive, extrêmement rapide de ces formes hyperméthylées qui étaient spécifiques de la lignée portant la mutation par rapport ou exprimant un gène ayant cette mutation par rapport à la lignée contrôle. Donc cette diapositive vous montre bien d'une part que l'expression de d'une forme mutée d'une des IDH conduit à l'accumulation de ces histones hyperméthylées et que ces hyperméthylations des histones vont être bloquées par des quantités croissantes de composés. Bon, alors ça c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on regarde sur des cellules leucémiques ? Et si on regarde sur des cellules leucémiques chez des patients portant cette mutation, eh bien, on va voir apparaître à la fois une disparition de l'oncométabolite, donc les taux de 2-hydroxyglutarate vont rapidement diminuer, et puis on va voir apparaître une différenciation cellulaire qui n'est observée que chez des patients qui portent la mutation et pas chez des patients qui ne la portent pas, ces travaux étant réalisés ex vivo. Donc ceci, évidemment, remplissait toutes les cases, finalement, pour faire un bon inhibiteur et pour faire un bon médicament.
Sauf que ce composé était peu soluble, pas facile à donner comme médicament. Mais là encore, ce sont des choses que les chimistes savent très bien manipuler. Et donc, assez rapidement, un médicament dérivé qui, lui, avait toutes les bonnes propriétés d'être soluble, d'être diffusible, d'être métabolisable dans de bonnes conditions. Bref, quelque chose qui pouvait faire un bon médicament a été obtenu. Et vous voyez que ce composé, l'AG221, lui aussi va cibler l'interface de dimérisation de cet homodimère de ces protéines IDH. Et vous voyez ici la représentation des contacts précis avec deux hélices alpha qui assurent la dimérisation de ces deux enzymes. Bon, alors, est-ce que ce nouveau composé est aussi actif que le précédent? Et la réponse, c'est oui, et cette fois-ci, c'est in vivo, dans des modèles de xénogreffe, donc dans des modèles de leucémie humaine qui vont pousser chez des souris. Et vous voyez que le traitement va faire apparaître des signes de différenciation, comme l'apparition de cellules multilobées, qui sont des cellules leucémiques humaines différenciées, ou l'activité de phagocytose des neutrophiles, qui est aussi un signe classique de la différenciation terminale de ces cellules. Et donc, si maintenant, dans cette expérience de xénogreffe, donc, dans laquelle on va avoir à la fois des cellules de souris et puis des cellules humaines qui vont pousser, des cellules leucémiques humaines qui vont pousser chez la souris, si on se restreint donc à l'analyse des cellules d'origine humaine, eh bien, on voit qu'au fur et à mesure du traitement, on a une induction forte de marqueurs, de signes de différenciation qui est observée exclusivement avec l'inhibiteur. Et donc, ceci, évidemment, validait l'utilisation in vivo de ce composé et sa capacité, par l'inhibition de l'enzyme, par la perte de l'oncométabolite, d'induire de la différenciation in vivo. Alors, différencier, comme on l'a vu dans les cours précédents, c'est bien, mais prolonger la survie, c'est au fond ce qui est important. Et donc, dans un modèle de leucémie, chez la souris, eh bien, on va avoir, vous voyez ici des courbes de survie avec des doses progressivement croissantes de composés. Vous voyez qu'on a des animaux non traités qui vont mourir en un peu plus de 2 mois. Le traitement standard par des antimétabolites qui prolongent un petit peu la survie, mais qui n'a pas d'effet sur la guérison. Et bien maintenant, si on prend ce composé inhibiteur des IDH1 mutés à des doses croissantes, vous voyez qu'on a un effet tout à fait clair sur la survie. Et cet effet clair sur la survie s'accompagne in vivo de la différenciation de ces cellules, comme vous pouvez le voir ici avec ces cellules qui présentent des trous au milieu de leur noyau, ce qui est l'un des signes classiques de la différenciation des cellules leucémiques. Et si on regarde maintenant l'abondance des cellules leucémiques, l'abondance des cellules leucémiques en fonction des différents traitements. Vous voyez que s'il n'y a pas de traitement, on est à 100%. Et au fur et à mesure qu'on augmente la dose de cet inhibiteur d'IDH, on va diminuer fortement la présence de ces cellules immatures dans la moelle de souris, encore une fois, ceci traduisant la différenciation cellulaire. Bon, alors, au fond, on a tout ce qu'on souhaite. On a une inhibition de l'activité enzymatique, on a une perte rapide et profonde de la production de 2-hydroxyglutarate, on a une différenciation in vivo, on a un effet sur la survie, donc on pourrait être extrêmement content, mais il y a quelque chose évidemment qui n'a pas été mis très en avant dans la publication de ces auteurs, c'est qu'en fait on a peu ou pas de diminution de la charge allélique du mutant. En d'autres termes, on n'éradique pas la leucémie dans ces modèles-là, on change son phénotype, ce qui doit vous rappeler des situations que nous avons discutées à propos de la leucémie aiguë promyéleucitaire. Donc on a une induction massive de différenciation, mais on n'a pas, au moins dans les conditions de cette expérience, d'élimination profonde de la leucémie, puisque la charge allélique, c'est-à-dire la mesure de la présence du mutant, l'abondance de l'ADN
codant le mutant restent sensiblement équivalentes. Et donc ça, évidemment, ça ressemble beaucoup à la situation qu'on a discutée pour la leucémie aiguë promyélocytaire, avec soit des rétinoïdes dissociés, soit des patients ou des modèles ayant une perturbation de l'axe PML-P53, situation dans laquelle vous vous souvenez qu'on avait une différenciation, mais qu'on n'avait pas de perte de l'autorenouvellement, et que donc on n'avait pas d'effet thérapeutique très durable. Bon. Alors néanmoins, des essais cliniques ont été menés chez des patients, et ces essais cliniques sont plutôt satisfaisants, comme on va le voir. Ça représente l'évolution d'un certain nombre. Donc vous voyez, ça a été publié cette année, enfin en 2018, dans le New England Journal, et ce qu'on voit, c'est qu'on a une apparition progressive des formes différenciées, donc des neutrophiles, vous voyez, qui montent au fur et à mesure des cycles. Les plaquettes aussi remontent, et puis les cellules immatures, les blastes leucémiques vont fortement diminuer au fur et à mesure de la multiplication des cycles. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant sur les données à long terme ? Eh bien, les données à long terme, elles vous sont représentées ici. Donc, ça, c'est une étude menée avec un inhibiteur de la forme mutée d'IDH1. Et ça vous donne les taux de survie en fonction de la réponse rapide. Donc, 250 patients ont été traités. Il y a eu 15% de réponse complète avec des 8 mois d'augmentation de survie en moyenne. Et un petit nombre de ces patients ont présenté des rémissions moléculaires, c'est-à-dire que dans ces cas-là, chez ces patients, on a réussi à voir baisser la fréquence de l'allèle muté, ce qui veut dire que donc on a eu un véritable effet antileucémique et de suppression leucémique. Et donc ceci correspond à ces patients-là qui sont sur le plateau et dont on peut imaginer qu'au moins certains d'entre eux pourraient être guéris ou bénéficieraient d'une survie très prolongée. Bon, néanmoins, vous voyez qu'on est loin finalement de l'efficacité miraculeuse à laquelle on aurait pu rêver, hein, puisqu'on est avec finalement seulement 7 patients sur 250 pour lesquels on a réussi à éliminer au moins temporairement la maladie. Alors, si on regarde maintenant les données publiées un tout petit peu avant dans Blood en 2007 avec des inhibiteurs d'IDH2, en gros, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, on est à peu près à 20% de réponse complète. On a, chez les répondeurs, 19 mois d'augmentation de survie. Et on a, comme on va le voir, une lente correction de tous les paramètres hématologiques avec une différenciation complète. On va voir quelques exemples, et parfois une chute drastique du taux de 2-hydroxyglutárate sans rémission clinique, ceci traduisant probablement le fait que même si la mutation est initiatrice dans cette maladie, il y a d'autres événements qui coopèrent, et il est possible que ces autres événements coopérateurs qui surviennent secondairement soient suffisants dans certains cas pour maintenir une activité de prolifération et d'autorenouvellement. Et la stratification de la survie que vous voyez ici suit la même description, avec les patients qui n'ont présenté aucune réponse, et donc qui malheureusement vont avoir une évolution défavorable assez rapide, et puis les patients qu'on a réussi à mettre en rémission complète morphologique, vous voyez, qui ont une bien meilleure survie, même si sur cette étude et au moment où elle était publiée, il n'y avait pas encore de plateau de survie qui puisse faire espérer que certains de ces patients aient été guéris. Alors, toujours des données cliniques qui vous montrent qu'au fur et à mesure du nombre de cycles de traitement, vous voyez que ça demande un certain temps pour s'installer. Regardez le rouge. Le rouge, c'est les rémissions complètes. Donc vous voyez que les rémissions complètes sont morphologiques, obtenues au bout de 7 cycles. Et au fur et à mesure que ces rémissions complètes diminuent, vous voyez en vert foncé les rechutes qui apparaissent. Et donc on a une évolution biphasique avec des rémissions complètes chez un certain nombre de malades qui sont malheureusement en général suivies de rechutes. Alors, dans cette étude, ils ont pu réaliser une expérience extrêmement élégante à partir d'un locus qui était augmenté
pour lesquels il y avait une trisomie dans les cellules leucémiques. Donc on a, quand on fait une hybridation en fiche, on va avoir trois zones chromosomiques qui vont être marquées. Et de manière remarquable, donc ils ont purifié chez des patients en rémission des granuleux. Et vous voyez que ces granuleux, donc cellules différenciées de manière complète, vont présenter les trois copies du locus, démontrant donc de manière formelle que ces granuleux ont bien une origine leucémique et que ces granuleux en apparence normaux dérivent en fait de la différenciation du clone leucémique, alors que les lymphocytes, eux, dont la voie de différenciation n'est pas affectée par la maladie, eux maintiennent l'image normale avec les deux loci pour ce marqueur. Donc cette illustration qui colle parfaitement avec le fait que dans la majorité des cas, il n'y a pas de baisse drastique de la charge allélique, démontre qu'on a effectivement un très bel effet de différenciation, que ce très bel effet de différenciation peut même conduire à une normalisation de l'hématopoïèse, au moins transitoire, mais qu'on n'a pas encore, contrairement au cas de la promyélocitaire, une thérapeutique ciblée qui va très rapidement induire une guérison. Ceci, encore une fois, traduisant probablement le fait que IDH1 ou IDH2 ne suffisent pas à transformer d'eux-mêmes une cellule normale en une cellule leucémique et qu'il y a en général d'autres événements génétiques, des mutations de RAS, des activations de FLT3, des mutations de NPM1 qui vont coopérer. Et donc on a affaire à un modèle classique de transformation multi-étapes. Alors, ces patients, évidemment, protocolisés, ont été extrêmement bien étudiés au niveau moléculaire. Et donc, on a pu, en fait, pratiquement en même temps que l'on démontrait l'efficacité de ces traitements, comprendre certains des mécanismes de résistance. Et donc, je vais vous présenter des illustrations de ce que peuvent être ces mécanismes de résistance. Et donc ça a été décrit l'an dernier, vous voyez, il y a quelques mois. Et la première chose qui est au fond assez logique, eh bien, c'est l'existence de mutations croisées. Et donc, chez des patients, par exemple, présentant au diagnostic une mutation activatrice de IDH1, ils vont pouvoir bénéficier d'un traitement par des inhibiteurs d'IDH1. Vous voyez que le taux de hydroxyglutarate va baisser très fortement. Et puis, à un moment donné, le taux remonte. Et le taux remonte parce qu'en fait, ces patients, dans le cours de l'évolution de leur maladie, vont avoir acquis une nouvelle mutation qui va être une mutation activatrice de IDH2. Et donc, c'est l'autre enzyme qui, cette fois-ci, va être muté. Et comme les inhibiteurs ne sont pas les mêmes entre IDH1 et IDH2, eh bien, la maladie va repartir. Et vous voyez apparaître à ce moment-là, sur ce diagramme qui représente l'abondance des formes cellulaires présentes ayant la mutation, eh bien, vous voyez qu'on remonte à pratiquement 50%, c'est-à-dire un allèle sur 2 qui va être muté, c'est-à-dire en fait toutes les cellules leucémiques porteurs d'une mutation de IDH2. Exactement la même chose chez un autre patient. Et vous voyez là qu'on va avoir, à vrai dire, une remontée d'abord une remontée du taux de l'allèle mutant initial, suivie d'une augmentation des niveaux plasmatiques de l'oncométabolite qui coïncide très exactement avec l'apparition d'une mutation sur le deuxième allèle d'IDH2. Alors, ces situations ont été explorées dans des modèles de souris, avec cette fois-ci l'utilisation de nouveaux inhibiteurs qui ne sont pas approuvés pour la clinique, hein, ça c'est chez la souris, et on voit qu'avec un inhibiteur mixte qui inhibe et IDH1 et IDH2, on va avoir une réponse transitoire avec une diminution. Vous voyez, au moment de la rechute, un pic très élevé de 2-hydroxyglutarate, et puis avec le traitement, avec cette nouvelle molécule qui inhibe l'un et l'autre, on va avoir un effondrement du 2-hydroxyglutarate, et puis de l'abondance du clone muté qui portait la mutation sur les deux allèles. Alors, un autre mécanisme a été décrit, plus inattendu, chez d'autres patients pour lesquels on a la même situation. Donc, vous voyez, on a sous traitement
une bonne réponse, et puis tout d'un coup, le taux de cellules leucémiques remonte énormément. Ceci est associé à la remontée des taux de 2-hydroxyglutarate. Et ceci est associé à une nouvelle mutation. Alors, jusque-là, on va dire tout va bien. Sauf qu'en fait, en explorant bien cette nouvelle mutation, elle est en fait sur le même allèle, elle est sur le même gène. Donc c'est IDH2 qui était muté chez ce patient-là. Et là, la nouvelle mutation est sur IDH2, encore une fois, mais en arrivant à faire de la PCR longue discriminative, ils ont pu montrer que cette mutation était en fait sur l'autre allèle, sur l'allèle non muté. Donc c'est une mutation de l'allèle normal qui est responsable de la résistance clinique. Et ceci a été l'occasion de réaliser qu'en fait, chez ces patients, comme je vous l'ai dit, la mutation est toujours monoallélique, donc il y a une seule des deux copies qui est mutée, et l'espèce moléculaire de l'enzyme est un dimère. Et donc la majorité des espèces transformantes, en fait, des protéines transformantes, sont des hétérodimères entre une protéine porteur de la mutation et une protéine qui n'est pas porteur de la mutation. Et donc dans ce cas-là, et ces résultats ont été publiés l'an dernier dans Nature, ils ont pu montrer que c'était la mutation de l'allèle normal, donc grâce à des PCR à longue distance qui ont permis donc, de montrer que c'était l'autre allèle qui était muté. Et en faisant des études de cristallographie dont je ne vous ennuierai pas avec les détails, en gros, ils ont pu montrer que si cet allèle-ci qui porte la mutation présente sur l'allèle normale est exactement en face de la position de fixation de l'inhibiteur, et que donc par inhibition stérique, la mutation de l'allèle normale va bloquer la fixation de l'inhibiteur et va donc déstabiliser la fixation de l'inhibiteur au sein d'un hétérodimère entre la forme normale et la forme mutée. Alors, ils ont pu par ailleurs montrer que la présence de ces mutations, et en fait je ne suis pas entré dans les détails, mais ils en ont trouvé deux différentes qui avaient exactement les mêmes effets, et que donc la présence de ces mutations sur l'allèle normal allait bloquer la réponse ex vivo à des inhibiteurs d'IDH2. Vous voyez qu'on a dans ces cultures en colonies en conditions clonogéniques, au troisième passage, si on traite avec l'inhibiteur, on va avoir une perte de l'autorenouvellement, donc on a une disparition des colonies. Et si maintenant on a introduit sur l'allèle normal une de ces deux mutations, eh bien on a une perte de l'efficacité de l'inhibiteur. Et comme je vous ai dit que ce concept n'est pas limité à IDH2, puisque si ma mémoire est bonne, dans un cholangiocarcinome qui était porteur d'une mutation de IDH1, qui là encore, vous voyez, fait une très belle réponse. Non, ce n'est pas un cholangiocarcinome, excusez-moi, c'est une leucémie. On a une très belle réponse suivie d'une réapparition des blastes avec une augmentation du 2-hydroxyglutarate, et ils ont trouvé là encore apparition d'une mutation sur l'allèle normal, exactement sur la position de l'interface qui va permettre la reconnaissance de l'inhibiteur. Alors ceci, historiquement, finalement, évoque très exactement ce que je vous ai dit pour l'effet de l'arsenic sur le gène normal PML, hein, puisque vous vous souvenez que dans le cas de la leucémie aiguë premier leucitaire, la réponse à l'arsenic était dépendante de la présence de PML, et que des mutations sur l'allèle normal de PML, et non pas sur PML-RAR, avaient été associées à la rechute dans cette maladie-là. Et bien, vous voyez, quelques années après, c'est exactement le même concept qui est décrit dans cette autre maladie. Alors, je vous remontre cette diapositive du cours dernier, hein, dans lequel vous vous souvenez qu'on avait vu l'ensemble de cette machinerie d'effacement des marques des méthylcytosines sur l'ADN. Donc vous vous rappelez que l'enzyme responsable est TET2, que le facteur qui va fixer TET2 sur l'ADN et déterminer les sites d'effacement de ces mutations, c'est WFT1, et que IDH1 ou IDH2, par l'intermédiaire de la production
de Hg va bloquer l'activité de TET2 et donc induire cette hyperméthylation de l'ADN. Et donc, une des questions qui s'est posée et qui n'a été que partiellement explorée dans la littérature, c'est de dire, au fond, on connaît bien cette machinerie. Comme je vous l'ai dit, des mutations de IDH1, de IDH2, de TET2 ou de WT1 sont observées dans les leucémies aiguës myéloïdes. Et on sait par ailleurs qu'un certain nombre de leucémies aiguës myéloïdes vont répondre à des agents qu'on appelle les agents déméthylants, dont je vous ai parlé au début de ce cours. Et le plus connu de ces agents déméthylants s'appelle l'azacitidine. Et vous voyez que l'azacitidine est capable d'induire la dégradation d'une DNA méthyltransférase et de la DNA méthyltransférase qui assure la méthylation dépendante de la réplication. Et donc on pouvait se poser la question de savoir si dans cette maladie qui est caractérisée par des méthylations anormales de l'ADN, est-ce qu'on va avoir des patrons de réponse particuliers aux agents déméthylants. Alors cette question a été abordée dans deux études que je vais vous présenter extrêmement rapidement, montrant que dans une lignée de gliomes, si ma mémoire est bonne, donc de tumeurs du système nerveux central dans lesquelles on a une mutation de IDH1, on va avoir une belle réponse de différenciation avec des agents déméthylants qui peut être vue aussi bien au niveau de la morphologie. Vous voyez qu'on a des colonies qui sont complètement différentes, qui sont allongées, et l'expression d'un certain nombre de protéines de différenciation comme la GFAP. Et dans ce modèle, effectivement, l'utilisation d'agents déméthylants va induire l'expression de la GFAP, comme vous le voyez ici, alors qu'une autre lignée de gliomes qui ne porte pas cette mutation, elle est totalement insensible à la différenciation induite par cet agent, et ceci s'accompagne, comme vous le pouvez voir ici, d'une inhibition majeure de la prolifération, alors que l'autre lignée qui ne présente pas de la mutation, qui donc ne présente pas d'hyperméthylation, ne présente pas d'inhibition. Alors évidemment, c'est toujours un petit peu difficile et dangereux de comparer des poires et des oranges. Il y a toutes sortes de caractères différents entre les deux, et donc une autre étude ici a cherché à comprendre ce qu'était dans un modèle cette fois-ci qui ressemble plus au traitement chez l'homme avec des cycles de traitement différents. Et après chaque cycle de traitement, on va retransplanter ces cellules dans une deuxième souris. Et ce que montre cette étude, c'est que là encore, on a une différenciation progressive. Et cette différenciation progressive s'accompagne d'une baisse de la prolifération, particulièrement nette, comme vous pouvez le voir ici. Et puis elle s'accompagne également d'une moindre prise de greffe. Vous voyez qu'après, dans le premier cycle, on va avoir une petite différence de croissance. Deuxième cycle, on va avoir une très grosse différence. Et puis dans le troisième cycle, la troisième transplantation, on n'aura pratiquement plus d'effet. Alors ces travaux n'ont pas été poursuivis. Il n'y a pas eu de grandes contributions depuis 4 ou 5 ans. Ce qui peut-être veut dire que ce modèle était un peu hasardeux parce qu'il comparait des choses très différentes. On comparait une tumeur à une autre, on peut trouver des choses qui ne relèvent absolument pas des mutations et de la génétique. Alors, je voudrais poursuivre sur cette idée finalement des relations entre IDH1 et IDH2 et une possible sensibilisation à d'autres éléments thérapeutiques. Donc ça, c'est une étude française publiée il y a quelques années dans GXMed, dans laquelle ces auteurs ont construit des lignées de leucémie aiguë myéloïde exprimant ou n'exprimant pas des mutants de la voie IDH. Et ils ont ensuite cherché, à partir de ce système syngénique, à voir si la surexpression
si l'expression de ce mutant allait sensibiliser à certains médicaments ou à certains agents thérapeutiques. Et ils ont eu la grande surprise de voir que sortait complètement du lot un agent que vous connaissez maintenant très bien, qui est l'acide rétinoïque. Et en d'autres termes, et ça vous est représenté ici, que l'existence, la transduction de cette mutation allait sensibiliser en fait ces cellules à la différenciation par l'acide rétinoïque. Et alors ça, c'est un sujet qui est actuellement en pleine étude. On n'est pas encore, il n'y a pas de certitude là-dessus, parce que un certain nombre d'essais cliniques, anciens déjà pour certains, ont combiné la chimiothérapie à de l'acide rétinoïque dans les leucémies aiguës myéloïdes. Et certaines de ces études ont vu un bénéfice aux patients qui avaient reçu et de la chimiothérapie et de l'acide rétinoïque, sachant qu'on est en dehors du cadre limité de la leucémie aiguë promyélocitaire. Donc ceci suggérait que peut-être que dans ces leucémies aiguës myéloïdes, il y avait une sensibilité générale aux rétinoïdes et que cette sensibilité générale aux rétinoïdes pourrait bien sûr être exploitée à des fins thérapeutiques. Et ce travail a été le premier qui suggérait effectivement qu'il y avait un lien entre le statut IDH1 ou IDH2 et l'insensibilité à l'acide rétinoïque. La mutation, finalement, qui théoriquement devrait correspondre à un gain de pouvoir oncogène, eh bien, cette mutation, de manière un peu inattendue, conférant une sensibilité augmentée à un agent différenciant. On voit la même chose avec d'autres marqueurs comme CD15 ou CD14. Vous voyez, là encore, il y a une induction de différenciation significativement plus forte en présence de cette mutation. Alors, si cet effet est bien un effet qui est dépendant de l'activité de IDH1, puisque si on inhibe l'activité d'IDH1, eh bien, vous voyez qu'on va fortement diminuer la réponse à l'acide rétinoïque. Vous voyez que avec l'acide rétinoïque tout seul, on a une belle induction de différenciation et elle diminue fortement si on bloque l'activité d'IDH1 ou d'IDH2, suggérant donc que paradoxalement, la présence de cet oncogène puisse conférer une sensibilité à un agent différenciant. Et à vrai dire, les données sont encore plus claires quand on regarde le pouvoir clonogénique, puisque vous voyez que la lignée sauvage qui est ici en grise est presque complètement insensible à l'acide rétinoïque, alors que la lignée qui porte la mutation va pouvoir avoir une très forte réponse à l'acide rétinoïque dans deux systèmes cellulaires différents. Alors là, pour l'instant, on est encore dans des données qui sont ex vivo, donc dont on peut critiquer la relevance au processus de leucémogénèse in vivo. Et donc les auteurs ont également regardé ce qui se passait dans des modèles de souris, cette fois-ci. Et sans entrer dans les détails, ce qu'on voit, c'est qu'en bas, vous avez les lignées contrôle. Donc vous voyez qu'elles sont pratiquement insensibles à l'acide rétinoïque pour la différenciation comme pour la survie. Alors que si on regarde maintenant la lignée porteuse de la mutation, on a encore une induction de la différenciation, une forte diminution de la présence de cellules humaines au bout de quelques jours de traitement par le traitement à l'acide rétinoïque et surtout une belle prolongation de la survie en présence d'acide rétinoïque. Donc tout ceci soutenant cette idée que la présence de cette mutation pourrait favoriser la réponse à un certain nombre d'agents différenciants. Et donc, en conclusion, cette partie sur IDH1 et IDH2, vous voyez les mutations de ces deux enzymes du métabolisme, par l'intermédiaire de cet oncométabolite, le 2-hydroxyglutárate, vont induire une hyperméthylation de l'ADN et des histones. Ces mutations vont induire directement un arrêt de différenciation et une induction de la prolifération cellulaire. Et un certain nombre d'analyses dont je vous ferai grâce montrent qu'il s'agit assez souvent de la première mutation dans le processus de leucémogénèse. Et effectivement, on connaît des états préleucémiques comme les syndromes myélodysplasiques qui sont caractérisés par la présence de cette mutation. Alors, de manière très intéressante, ces mutations sont observées sur plusieurs types de cancers différents, et aussi bien des tumeurs solides que des leucémies. Coopération, on l'a dit, avec de très nombreux oncogènes.
il existe des inhibiteurs qui vont induire des réponses cliniques avec presque toujours de la différenciation, mais assez rarement de l'éradication, et possibilité de sensibilisation à d'autres agents thérapeutiques. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas. Et on ne comprend pas en particulier pourquoi, dans le cas des leucémies, seuls 20% de ces patients vont faire des réponses complètes. Et ceci dépend peut-être, je pense que c'est en voie d'étude en ce moment, de la nature des oncogènes coopérateurs. On peut imaginer que suivant l'oncogène qui coopère avec les IDH, on va avoir des meilleures réponses ou pas. De manière assez intéressante, il y a moins de réponses dans les autres pathologies que dans les leucémies. Ce qui suggère peut-être qu'il y a une nécessité d'une prolifération cellulaire vigoureuse pour effacer les marques épigénétiques, ou qu'il pourrait s'agir d'un effet spécifique de ce type cellulaire. Et comme on l'a vu, l'expression de ces mutants pourrait sensibiliser à d'autres thérapeutiques. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, le Graal de cette maladie, c'est de comprendre finalement quelles vont être les combinaisons rationnelles qui vont permettre de transformer ces médicaments qui ont une efficacité claire mais qui ne guérissent pas en des médicaments qui guérissent. Et l'une des idées, comme on l'a vu dans l'APL, qui reste quand même le grand modèle pour ces thérapeutiques par différenciation, peut-être qu'il faut induire la différenciation d'une part et trouver un moyen d'induire la sénescence, éventuellement par un autre mécanisme, par l'action sur d'autres voies de coordination dans un second temps. Alors on va marquer une petite pause et ensuite on va voir d'autres modèles dont la description est encore plus récente, dans lesquels il y a des composantes claires de différenciation et dans lesquels on est encore là aussi en train de comprendre exactement, chercher à comprendre exactement ce qui se passe in vivo et comment arriver à trouver des combinaisons rationnelles. Bon, alors l'autre système biologique dont nous allons parler est une voie qui est connue sous le nom de hedgehog, ce qui je crois veut dire hérisson en anglais, et qui est une voie qui est bien connue parce qu'elle joue sur beaucoup de systèmes de différenciation embryonnaire, et en particulier, elle a été impliquée dans la formation de ces animaux monstrueux qui sont des cyclopes par une histoire assez intéressante. Ce sont en fait des animaux qui mangeaient de l'herbe, des fleurs contenant un inhibiteur de cette voie, qu'on a appelé la cyclopamine. Et cette cyclopamine a donc conduit à des naissances monstrueuses chez des animaux qui avaient mangé cette herbe. Et donc cette voie hedgehog, dont on va voir le fonctionnement rapide dans quelques instants, elle est capable d'altérer profondément l'autorenouvellement des progéniteurs, et en particulier des cellules souches épithéliales, et l'activation contrôlée de cette voie hedgehog dans le développement embryonnaire va avoir un rôle absolument essentiel sur de nombreux aspects de la différenciation, en particulier donc sur des aspects de formation, de mise en place d'un certain nombre d'ébauches embryonnaires, comme celles qui sont altérées dans ce cas-là. Et puis, il y a une dizaine d'années environ, on s'est aperçu que les anomalies de cette voie hedgehog étaient également impliquées dans la tumorigénèse, et on a trouvé un certain nombre de mutations, comme on va le voir, de cette voie, des différents effecteurs de cette voie impliqués dans des tumeurs fréquentes, et en particulier les cancers basocellulaires de la peau. Donc cette voie est une voie très compliquée, on ne va pas voir tous les détails, qui est associée au cil primaire, dans laquelle on a un récepteur qui s'appelle patch, qui va recevoir une hormone qui s'appelle hedgehog et qui va contrôler l'activité de cette protéine effectrice qui s'appelle smoothen et qui va enchaîner toute une cascade d'interactions cellulaires, d'induction de protéolyse, et qui à la fin va conduire à l'activation de l'effecteur de la voie qui s'appelle GLI. Donc ça, c'est une cascade de signalisation complexe, encore une fois, qui a été décortiquée par des analyses chez l'embryon. Et puis plus récemment, on s'est aperçu que cette voie était très fréquemment altérée dans de nombreux cancers, et en particulier des
mutations de patch, donc le récepteur de Hedgehog, sont très communément observées dans des cancers basocellulaires de la peau et également dans des méduloblastomes, qui sont des cancers du système nerveux central, et les rhabdomyosarcomes. De manière moins fréquente, des autres effecteurs de la voix peuvent être mutés dans un certain nombre d'autres tumeurs, mais les trois grandes indications, si j'ose dire, ce sont ces types de cancers-là. Et là encore une fois, de nombreux inhibiteurs sont disponibles. On a pu trouver des inhibiteurs qui vont bloquer la formation de Hedgehog, des inhibiteurs qui vont bloquer l'activation de Smoothen, des inhibiteurs de l'activation transcriptionnelle par GLI. Et donc ces inhibiteurs ont servi d'outils, comme toujours, pour faire de la biologie et pour essayer de comprendre exactement ce qui se passait. Et une des portes d'entrée dans cette maladie a été un syndrome qui s'appelle le syndrome de Gorlin. Et ce syndrome de Gorlin est un syndrome de prédisposition au cancer cutané, avec pas mal d'autres anomalies. Mais vous voyez ici un certain nombre de familles qui montrent l'évolution du trait dans ce syndrome de Gorlin, qui, encore une fois, est un syndrome de susceptibilité aux tumeurs de la peau. Alors si on prend la cible des mutations dans le Gorlin, c'est ce récepteur patch, avec, vous voyez, des mutations un peu partout dans les sites de liaison, dans les sites de clivage, qui font que la fonction de patch va être perdue. Alors on a, comme je vous l'ai dit, assez rapidement trouvé des inhibiteurs de cette voie, et ces inhibiteurs ont une activité clinique, mais cette activité clinique est partielle, au moins dans les formes métastatiques de la maladie, qui sont des formes assez rares, parce que cette maladie a en général une évolution qui est plutôt locale. Et encore une fois, vous voyez que ces réponses peuvent être importantes, mais qu'elles sont toujours partielles. Et ceci pose la question de savoir pourquoi est-ce que cet effet clinique est partiel, alors qu'on sait qu'on est dans le cadre de mutations qui sont initiatrices. Et ceci suggère que la situation dans ces maladies est différente de celle des leucémies ou de celle du côlon. Rappelez-vous, dans le premier cours, quand on a vu la réactivation de APC dans des cancers du côlon, caractérisé par plusieurs mutations séquentielles, on avait une réversion complète du phénotype. Ici, ce n'est pas le cas. Et ces premiers essais qui, vous voyez, ont été publiés dans le New England il y a 5 ou 6 ans, posaient deux questions. La thérapeutique est-elle plus efficace dans les formes qui sont des formes localement avancées, donc des formes encore limitées à la peau, et cette inactivation de la voie Hedgehog conduit-elle à de la différenciation? Et la réponse à ces deux questions, c'est oui. Donc, des études publiées dans Lancet Oncology il y a quelques années montrent que maintenant, quand on s'intéresse à des formes avancées mais non métastatiques, eh bien, on va voir apparaître des rémissions complètes avec un très grand nombre de rémissions partielles. Donc, on a une bien meilleure efficacité de cette thérapeutique dans des cancers moins avancés. Même si on ne guérit pas tout le monde, loin de là. Et là encore, comme ce sont des essais cliniques récents, bien prévus et qu'on sait très bien où on va, le médicament, l'inhibiteur de Smoothen, la résistance clinique à cet inhibiteur de Smoothen a été très rapidement liée à des mutations de la cible. Donc, chez des patients qui sont devenus résistants à un moment donné, eh bien, on va avoir mutation de Smoothen empêchant la fixation de l'inhibiteur. Donc, on va réactiver la voie, ou alors on peut avoir des modifications dans la signalisation d'aval, avec soit des amplifications de GLI, soit la perte d'un autre modulateur qui s'appelle SUFU. Donc, l'ensemble de ces expériences montre très clairement que le médicament a bien agi par la cible et que donc la résistance est associée à des modifications de la cible qui font que le médicament n'est plus actif.
Alors, une étude, maintenant, une des difficultés, c'est qu'autant les modèles de leucémie sont relativement faciles à obtenir, les modèles de tumeurs solides sont beaucoup plus délicats à manier, difficiles à obtenir et délicats à manier. Et donc, une étude de l'équipe de Cédric Blampin, qui sera présent au séminaire de la chaire en juin, a pu explorer l'effet de ces traitements par inhibition de smoothen chez la souris. Et donc ici, il s'agit d'un modèle de souris qui n'est pas un modèle transplanté, mais qui est un modèle dans lequel on va, par des artifices de génétique, supprimer l'expression de patch. Et donc, quand on va supprimer l'expression de patch chez la souris, on va induire l'activation de la voie et on va obtenir rapidement, comme vous le voyez, des tumeurs. Et une fois que ces tumeurs sont apparues, donc, vous voyez, on se place quelques semaines après l'excision de patch, on voit apparaître des tumeurs, et là, on va commencer le traitement. Et vous voyez que ces tumeurs vont pousser rapidement sans traitement, mais qu'avec le traitement, non seulement elles ne vont pas pousser, mais elles vont régresser. Elles vont régresser, mais elles ne vont pas disparaître. Et c'était tout l'objet de cette étude, justement, d'arriver à comprendre dans ce contexte qu'est-ce qui se passe exactement. L'idée étant que si on comprend ce qui se passe, on pourra peut-être faire des traitements plus efficaces. Et d'abord, la première approche consistait simplement en une approche pathologique, histologique de cette régression. Et ce que vous voyez, c'est qu'au début du traitement, donc ici, après l'excision de patch, on a uniquement des cancers, vous voyez, basal cell carcinoma, 100% de cancer. Et au fur et à mesure du traitement, on voit que les lésions ayant ces caractéristiques cancéreuses diminuent et sont remplacées par des lésions qu'on va appeler des lésions dysplasiques, c'est-à-dire en fait des états précancéreux. Donc la suppression de l'activation de la voie patch va conduire au fond à une espèce de régression dans le stade de la tumeur, mais j'insiste, régression sans disparition. Et c'était justement tout l'objet de cette étude, d'arriver à comprendre exactement ce qui se passe dans cette situation. La première chose qui se passe, et c'était relativement évident compte tenu de la diminution de la charge tumorale, eh bien, c'est qu'on voit avec un marquage, avec une protéine qui s'appelle Ki68, qui est un marqueur de prolifération, eh bien, on voit une drastique diminution de la prolifération. Alors, ces images sont un petit peu difficiles à interpréter. En fait, le pointillé indique la peau normale, donc ça, c'est l'épiderme normal, et ça, c'est la tumeur qui s'est développée. Et vous voyez donc que cette tumeur, cette espèce de champignon rose, là, est fortement proliférant. Si on traite avec l'inhibiteur de smoothen, vous voyez que la prolifération essentiellement disparaît et la quantification de cette expression montre que le traitement a un effet majeur sur la prolifération. Cet effet majeur sur la prolifération, bien entendu, expliquant la diminution de la taille des lésions. Et donc, une des questions qui se posait, c'était de savoir s'il y a de la différenciation. Et sans entrer dans les détails, on va dire que c'est oui, avec des marqueurs de cutanés comme la kératine ou SCD1, on voit apparaître maintenant dans les lésions résiduelles des signes de différenciation. Et ceci traduit donc le fait que la suppression de la voie hedgehog va induire la différenciation in vivo. Néanmoins, il reste des lésions. Et pour comprendre ce qu'étaient ces lésions, les auteurs ont eu recours à une technique de marquage, cette fois-ci avec des nucléotides fluorescents, avec du BRDU, enfin des nucléotides réactifs, qu'on est capable de révéler en rouge. Donc dans des cellules, dans des cancers non traités, vous voyez qu'ici on a cette formation cancéreuse. Toute la difficulté de ce modèle, c'est qu'on n'est pas dans un contexte de transplantation. Dans un contexte de transplantation, on peut arriver à comprendre assez facilement ce qui se passe. Là, on regarde sur des tumeurs naturelles qui vont survenir de manière un peu non programmée sur l'organisme de la souris. Donc, on a un très fort marquage au départ. Ensuite, on fait le traitement avec l'inhibiteur de smoothen.
Et ce que l'on voit, c'est qu'il reste des poches avec des cellules qui sont restées rouges. Et donc ces cellules qui sont restées rouges sont des cellules qui donc ont été fortement marquées à ce moment-là, mais qui ne se sont plus divisées ensuite, et qui expriment toujours un marqueur qui s'appelle LGR5, qui est un marqueur de cellules souches épidermiques. Et donc ceci suggère qu'on a au sein de la tumeur un petit compartiment de cellules présentant des caractéristiques de cellules souches épidermiques qui ne se sont pas divisées. Parce que si elles s'étaient divisées, elles auraient dilué le rouge et donc elles auraient perdu cette coloration rouge. C'est ce qu'on appelle des label retaining cells. Et ces label retaining cells, c'est un marqueur assez classique de cellules souches. Et donc, on a des label retaining cells qui sont GR5+, et donc on en déduit qu'au sein de la tumeur, on a un certain nombre de cellules qui sont des cellules possédant des caractéristiques de cellules souches et qui sont restées quiescentes. Et puis, malheureusement, dans ce modèle, un petit peu comme chez l'homme, quand on arrête le traitement, eh bien, les tumeurs vont se mettre à repousser. Et là, vous voyez qu'après un mois d'arrêt, eh bien, on a une grosse tumeur qui n'est absolument plus marquée en rouge et qui est uniformément LGR5 positive. Et donc, ceci suggère qu'encore une fois, on a eu une réaction de différenciation, maintien d'un petit nombre de cellules ayant des caractéristiques de cellules souches cancéreuses qui vont être responsables de la réinitiation de la maladie. Et dans des travaux que je ne vous décris pas parce que c'est un peu compliqué, ils ont pu montrer que ces cellules LGR5+, ont effectivement des caractéristiques de cellules souches, et en particulier qu'une voie essentielle qui est la voie WT1, la voie Wnt, dont on a déjà parlé pour le côlon, était fortement activée dans ces cellules. Et donc, ils ont eu l'idée d'une stratégie combinée dans laquelle donc, on va, par l'induction de tamoxifène, conduire à la perte de patch. On va avoir, sur un mois et demi, formation spontanée de ces petits cancers. Ensuite, on traite avec un inhibiteur de la voie Smothern. On va donc induire la différenciation, faire régresser fortement les tumeurs, mais il en restera toujours un petit peu. Et ensuite, on a une brève fenêtre de traitement avec des inhibiteurs solubles de la voie Wnt. Il faut noter que ces inhibiteurs solubles de la voie Wnt ne font rien par eux-mêmes. Et ensuite, on arrête tous les traitements et on regarde ce qui se passe. Et assez schématiquement, comme tout à l'heure, quand on traite avec l'inhibiteur de Smothern et qu'on arrête, eh bien, la maladie repère, vous voyez, très nettement, alors que lorsqu'on en a combiné l'inducteur de différenciation et l'inhibiteur de l'autorenouvellement par le contrôle de la voie Wnt, eh bien, dans ces cas-là, on n'a plus que des lésions extrêmement minimes, résiduelles, et qui, en général, ne repartent pas. Donc, ceci a conduit ces auteurs à proposer un modèle qui, encore une fois, est formellement extrêmement proche de ce qu'on a vu dans l'étude de la leucémie aiguë promyélocytaire, avec un fusil à deux coups. Un premier agent qui va induire une différenciation importante de ces cellules. Vous le voyez ici, les cellules différenciées sont les cellules rouges. Donc on a à la fois une régression tumorale et puis une augmentation de la fraction différenciée. Mais on sait qu'il reste ici quelques cellules souches qui résistent complètement au traitement par l'inhibiteur de Smothern. Et c'est en ciblant la voie Wnt que l'on va pouvoir arriver à éliminer la maladie. Alors, à noter que je ne vous décris pas les choses ici, mais ils ont également pu faire une ablation des cellules dans lesquelles la voie Wnt est activée par des méthodes génétiques, et cette ablation génétique conduit au même résultat. Donc, la méthode d'ablation génétique et la méthode d'inhibition pharmacologique conduisent au même résultat. Et évidemment, on a là des expériences extrêmement intéressantes et qui pourraient assez rapidement conduire à des essais cliniques. Et donc, les conclusions que je voudrais partager avec vous sur ce modèle sont que l'inhibition de la voie Hedgehog va induire des réponses cliniques indiscutables avec de la différenciation. Les cellules ne circulent pas et donc il y a peut-être moins de possibilités d'élimination des cellules différenciées ou sénescentes.
Et à travers les travaux de l'équipe de Cédric Blancpain, on retrouve la même dualité que dans la leucémie aiguë promyélocytaire, avec la nécessité finalement d'agir sur la différenciation et d'agir sur la clonogénicité, et une double approche sur la différenciation et l'autorenouvellement, qui dans ce modèle permettent un bénéfice clinique. Alors je voudrais terminer avec une autre publication qui a eu beaucoup d'impact dans la communauté, qui cherche au fond à utiliser un ciblage des métabolismes pour induire de la différenciation. Et comme vous allez le voir, finalement, ce que ces travaux, qui ont été publiés il y a quelques années dans Cell, ont trouvé, c'est une sorte de tendon d'Achille métabolique lié à une cellule particulière, et donc il y a un groupe de leucémie particulier, un groupe de leucémie défini non pas par les altérations génétiques, mais défini par le stade de différenciation. Donc l'expérience est extrêmement simple, hein. On prend des progéniteurs fluorescents et on va les immortaliser avec un oncogène puissant qui s'appelle OXA9. Donc on obtient des cellules qui sont primaires, qui ont toujours besoin de facteurs de croissance pour pousser, qui sont des cellules quasi normales, pré-leucémiques, mais qui ne se différencient plus. Et elles ne se différencient que quand, par des modèles génétiques, on annule l'expression de OXA9. Et si donc on abroge tout d'un coup l'expression de OXA9, eh bien, le progéniteur va se différencier en granuleux. Et donc, ce que ces auteurs ont cherché à faire, eh bien, c'est de faire ensuite un crible chimique, et un crible chimique de très grande envergure. Ils ont testé 300 000 molécules chimiques différentes pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait finalement mimer l'effet différenciant de l'excision de OXA9 par une voie chimique. Et donc, de 300 000 environ composés, ils ont réussi à en induire 12, pour lesquels on avait une très belle induction de différenciation en réponse à ces composés. Et de manière assez remarquable, on va voir que ces 12 composés, 11 d'entre eux avaient la même cible enzymatique, et donc 11 d'entre eux ciblaient exactement la même enzyme. Alors, juste quelques contrôles qui vous montrent donc l'effet de l'induction ou de la désinduction de OXA9 par un système tamoxifène dépendant. Donc, quand on a l'oncogène, eh bien, on a des cellules, encore une fois, qui sont des cellules primaires, très immatures, en cycle. Et si on enlève l'oncogène, on a une différenciation terminale et apparition de marqueurs de différenciation, et la cellule, bien sûr, va s'arrêter de proliférer. Donc ça, c'est le contrôle positif. Et donc, une des molécules qu'ils ont obtenues vous est représentée ici, et vous voyez qu'on va avoir une induction parfaite et majeure de la différenciation avec certaines molécules, mais pas les stéréoisomères. Vous voyez une induction très forte pour des concentrations qui ne sont pas très, très élevées des molécules. Et la partie la plus importante de cette diapositive, c'est celle-ci, puisque après avoir un petit peu optimisé leur inhibiteur chimique, ils vont en trouver un qui a ce magnifique effet différenciant sur la lignée de ces cellules primaires exprimant OXA9, mais de manière beaucoup plus importante sur des lignées cellulaires qui n'ont rien à voir, donc qui sont d'autres modèles de lignées de leucémie aiguë myéloïde bien connues, et qui vont également, bien qu'elles n'expriment pas OXA9 et qu'elles n'aient rien de commun avec la première, présenter une magnifique différenciation en réponse à ces composés. Alors, comment est-ce que de là on passe à l'identification du gène ? Eh bien, vous savez que la génétique reste et en particulier la génétique de la résistance reste une très bonne méthode. Et donc, ils ont pris un certain nombre de lignées et ils les ont simplement cultivées avec des concentrations croissantes de ces composés chimiques jusqu'à obtenir des lignées résistantes. Et ça a marché dans tous les cas. Et donc, avec des différents composés et différentes lignées, ils ont réussi à obtenir des lignées qui sont devenues résistantes à l'inhibiteur. Et ensuite, très simplement, eh bien, ils ont fait de l'analyse de transcriptome pour regarder l'expression des ARN messagers. Et ils se sont aperçus
que dans pratiquement tous les cas, la comparaison entre la lignée sensible et la lignée résistante faisait apparaître une protéine qui s'appelle la DHODH, qui est une enzyme du métabolisme des nucléotides, comme on le verra tout à l'heure. Vous voyez, dans tous les modèles, les 4 modèles qu'ils ont explorés, on avait une forte augmentation de cette enzyme, et en faisant de l'hybridation chromosomique, ils se sont aperçus que dans beaucoup de cas, ceci correspondait à une amplification génétique de cette enzyme, la DHODH. Alors cette enzyme, comme on va le voir, est une enzyme qui va permettre la synthèse de l'uridine, et effectivement, la complémentation en uridine va complètement abolir l'effet de cet inhibiteur. Et donc, les auteurs sont arrivés à la conclusion qu'en fait, ces inhibiteurs ciblaient tous cette même enzyme, qui est la dihydrooroate déshydrogénase, qui va donc transformer la dihydrooroate en oroate, laquelle va être la voie d'entrée dans le métabolisme des pyrimidines, et en particulier par la synthèse, en permettant la synthèse de l'UMP. Et donc, une des attendus de cette étude, eh bien, c'est que si c'est l'inhibition de cette activité qui provoque la différenciation, on peut imaginer que c'est en carençant la cellule dans tous ces produits de ce métabolisme. Et donc, cette activité différenciante de ces différents inhibiteurs devrait être abrogée par la complémentation en uridine. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont observé. Vous voyez que l'effet différenciant de ces différents inhibiteurs est complètement bloqué par la complémentation en uridine, donc suggérant que l'inhibition de cette enzyme au sein de ce complexe de la chaîne respiratoire va bloquer la formation d'oroate, qui est le précurseur de l'uridine monophosphate, puis du CTP. Bon, alors, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans ce cours, différencier c'est bien, avoir un effet thérapeutique c'est mieux, et effectivement, les auteurs sont passés dans des systèmes animaux qui ne sont pas le même système que celui dans lequel avait été fait le crible, ce qui est évidemment un index de qualité important. Donc ils ont utilisé des souris, des cellules leucémiques transformées par des fusions du gène MLL et de AF9, qui sont des leucémies extrêmement agressives et qui, encore une fois, n'ont pas de rapport direct avec la surexpression de HOXA9. Et sans entrer dans les détails, vous voyez qu'à l'intérieur, in vivo, cette fois-ci, donc chez l'animal, on a une très belle induction de différenciation que vous reconnaissez avec ces cellules trouées, donc qui sont au noyau troué, qui sont des granuleux. Et cette différenciation s'accompagne d'une augmentation très significative de la survie, donc traduisant encore une fois l'efficacité de la différenciation induite par l'inhibition de cette cascade enzymatique dans le processus leucémogène. Donc, les conclusions de cette étude, on a un effet global. Est-ce qu'on a un effet global de l'arrêt de cycle sur la différenciation, enfin de l'arrêt, pas du cycle, de ce cycle enzymatique, je veux dire, l'arrêt de la production d'uridine sur la différenciation, de manière extrêmement importante, et j'insiste là-dessus, quel que soit l'oncogène impliqué dans la transformation. Donc c'est quelque chose qui a l'air général de ce type cellulaire qui a besoin absolument du fonctionnement de cette cascade enzymatique, et si on bloque cette cascade enzymatique, on va induire la différenciation avec un effet thérapeutique. Et comme je vous l'ai dit en préliminaire, 11 des 12 molécules sur les 300 000 criblées sont des inhibiteurs de cette enzyme. Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a une dépendance particulière de ce linéage à cette enzyme particulière? C'est une des choses qui sont actuellement à l'étude, et c'est un exemple remarquable du lien entre le métabolisme et la transformation, avec une enzyme qui, par ailleurs, est une enzyme qui est essentielle. C'est-à-dire que si on abroge complètement l'activité de cette enzyme chez la souris,
on a une létalité embryonnaire, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin de fabriquer de l'oroate par cette cascade métabolique. Et donc, en fait, les auteurs ont été obligés de déployer des trésors d'imagination pour cadencer cet inhibiteur, pour traiter 3 jours sur 4, de manière à exercer un effet toxique relativement sélectif sur les cellules leucémiques. Bon, et donc ça a rappelé tout de suite un certain nombre des expériences tout à fait historiques d'il y a 40 ans, dans lesquelles on avait pu montrer qu'il y avait un lien, dans le cas des leucémies aiguës myéloïdes, un lien profond entre le cycle cellulaire et la différenciation. C'est-à-dire que quand on arrête pour ces maladies le cycle cellulaire in vivo, avec en particulier de la chimiothérapie, dont plusieurs sont des antimétabolites, on va avoir une différenciation cellulaire. Mais les auteurs ont remarqué que dans leur modèle, les inhibiteurs de synthèse de l'ADN n'induisent pas de différenciation, et donc ils arrivent à la conclusion que ce n'est pas l'arrêt du cycle cellulaire par lui-même, ce n'est pas l'arrêt de la prolifération qui est seul responsable de la différenciation, puisqu'on connaît de nombreuses autres molécules antimétabolites qui vont bloquer la synthèse d'ADN chez les leucémies, et que dans ce modèle-là, il n'y avait pas de différenciation. Et donc, en fait, les mécanismes impliqués sont largement à l'étude pour essayer de comprendre, au fond, pourquoi est-ce que ces cellules particulières à ce stade de différenciation ont absolument besoin d'uridine pour maintenir une prolifération dans leur état indifférencié. Et peut-être qu'une des pistes qui a été publiée extrêmement récemment, il y a quelques mois, impliquerait de nouveau notre ami P53 dans ce mécanisme. Et vous allez retrouver bien sûr ce dont on a parlé pour les cellules souches embryonnaires, sauf que cette fois-ci, c'est dans le sens inverse. Je vous rappelle que P53 dans les cellules souches embryonnaires était impliqué dans le maintien de l'autorenouvellement, alors que là, on va le voir, on a une activation de P53 par l'inhibition de la DHODH et qui, au contraire, va induire une activité de P53. Donc là encore, c'est un papier extrêmement récent, sorti il y a quelques mois dans Nature Communications, dans lesquels les auteurs sont partis d'une bibliothèque moins riche de composés, mais quand même avec 20 000 composés différents. Et ils ont cherché tout simplement à activer P53, c'est-à-dire qu'ils avaient une cellule avec un rapporteur P53 fluorescent, et ils vont chercher à voir quelles sont les molécules qui vont activer la voie P53. Et donc, ils en arrivent à 30 cibles, et de ces 30 cibles, ils raffinent pour en obtenir 20. Et vous voyez par exemple ici un des composés qui va activer de manière assez forte P53 avec des concentrations qui sont un petit peu supérieures au micromol. Bon. Alors, de manière remarquable, donc vous voyez, très forte stabilisation de P53. Ici, donc on est dans la lignée qui a servi à faire le crible. Vous voyez qu'on a une activation absolument majeure de P53. De manière assez intéressante, des cibles de P53 certaines des cibles de P53, comme P21, sont à peine allumées. Et de manière très importante, quand on regarde dans des cellules normales, qui sont des fibroblastes primaires provenant du derme, là, on n'a pas beaucoup d'effets de ce composé, ce qui pouvait suggérer qu'au fond, ces activateurs étaient spécifiques de cellules cancéreuses ou de cellules transformées. Et en cherchant à caractériser ces composés, eh bien, les auteurs ont fait cette observation tout à fait inattendue, que l'effet finalement antiprolifératif que vous voyez ici de ce composé est complètement aboli quand on ajoute de l'uridine. Donc on a de nouveau, tout à l'heure c'était de la différenciation, qui allait être l'induction de différenciation qui allait être bloquée par l'addition d'uridine, et ici c'est le pouvoir clonogénique qui est retrouvé quand on rajoute de l'uridine. Et tous les effets en fait, de ces composés, l'activation de P53, les effets antiprolifératifs, sont réversés, sont bloqués par l'uridine. Et donc ils sont arrivés, je passe sur tous les détails, sur le fait que ces composés qu'ils avaient trouvés, là encore, étaient des inhibiteurs de la DHODH. Et en fait, parmi les 20 composés qu'ils avaient identifiés, il y avait de nombreux inhibiteurs différents de la DHODH. Et donc,
ils ont été un peu plus loin en montrant cette fois-ci que dans ce modèle-là, on a un blocage en phase S. Et ce blocage en phase S, évidemment, est assez logique, puisque si vous ne pouvez plus synthétiser suffisamment de nucléotides pour fabriquer de l'ADN, eh bien la phase S va s'arrêter, faute de nucléotides. Et effectivement, c'est ce qu'ils voient. Ils voient une augmentation très nette des pourcentages de cellules en phase S. Et puis, ils vont voir que c'est pendant la phase S que P53 est activé, ce qui rappelle évidemment ce qu'on a vu au début du cours sur les cellules de carcinome embryonnaire. Pardon, les cellules souches embryonnaires, sur les cellules S. Bon, donc voilà deux histoires qui partent, vous voyez, de choses complètement différentes. On fait un crible de différenciation sur des cellules leucémiques primaires, on fait un crible d'activation de P53 sur des cellules cancéreuses, et on se retrouve dans les deux cas avec les mêmes cibles qui est cette enzyme clé de la voie de biosynthèse de l'uridine et de l'acitidine, qui donc semble être une cible pharmacologique importante et qui, suivant le contexte cellulaire, va pouvoir conduire soit à de la différenciation, soit à de l'arrêt de cycle, posant la question, qui je crois n'est pas encore résolue, de savoir si l'effet différenciant dans les cellules leucémiques était lui aussi lié à une activation de P53, ce qui est tout à fait possible. Bon, pour finir, on a surtout pour l'instant parlé des effets sur la cellule principalement leucémique, qui va conduire à cette différenciation, mais il faut savoir que de nombreux agents différenciants agissent également sur l'environnement tumoral, sur le micro-environnement tumoral. Et ceci est important parce que, au moins dans des modèles de leucémie, on pense que les cellules différenciées ou sénescentes vont être éliminées par le système humain. Et puis rappelez-vous également de ce qu'on a vu dans le tout premier cours avec l'activation réversible du gène MYC. Et vous vous rappelez que les tumeurs hépatiques liées à l'activation du gène MYC étaient nettoyées par des mécanismes qui dépendaient du système humain. Et donc, quand on s'intéresse à ces inducteurs de différenciation, eh bien, il ne faut pas oublier que ces inducteurs de différenciation, dans la vraie vie, dans l'organisme, vont également avoir de profonds effets sur le stroma tumoral et vont pouvoir donc éventuellement coopérer avec l'action propre sur la cellule leucémique. Et à cet égard, des choses importantes qui a été décrite dans ces dernières années, c'est que les agents hypométhylants, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont utilisés dans le traitement d'un certain nombre de leucémies ou de syndromes myéloprolifératifs. Ces agents déméthylants dont on ne sait pas très bien comment ils fonctionnent, on sait qu'ils font sécréter énormément d'interférons et on pense que cette sécrétion d'interférons pourrait participer à rendre ces cellules leucémiques ou préleucémiques susceptibles d'une reconnaissance par le système immunitaire, et donc le système humain pourrait participer en fait de manière extrêmement importante à cette action pour l'instant incomprise des agents déméthylants. Donc on arrive au moment de la conclusion générale sur ces 4 cours. Et ce que j'ai essayé de vous montrer et de vous expliquer, c'est que la différenciation et la prolifération cellulaire sont étroitement couplées dans de nombreuses cellules normales et que les anomalies génétiques de la prolifération ou de la différenciation vont retentir sur l'autre, et en particulier dans les cancers où des anomalies soit du cycle cellulaire, soit des gènes maîtres de différenciation sont souvent observées. On a vu que de nombreuses thérapeutiques ciblées vont restaurer la différenciation, mais qu'à ce stade, elles n'éliminent pas toujours la maladie. Et que dans la leucémie aiguë promyélocitaire, qui est restée pendant 30 ans le grand modèle de thérapeutique par différenciation, on a en fait la guérison de ces maladies est liée à un double effet, qui est à la fois un effet sur la différenciation et un effet sur la sénescence, avec un rôle clé de la protéine PML dans cet effet. Donc, comme on l'a vu dans ce cours, un certain nombre d'autres thérapeutiques ciblées ayant des effets pro-différenciants sont en train d'émerger. Et on a déjà pu
découvrir des mécanismes de résistance, ces mécanismes de résistance étant liés à des mutations sur la cible, donc montrant qu'ils sont le fait direct d'une modification génétique de la cible ou alors de son partenaire normal, comme on l'a vu avec IDH1 ou avec PML. Et donc actuellement, des efforts importants sont déployés pour trouver des combinaisons rationnelles de traitement, et ces combinaisons rationnelles de traitement ne sont rendues possibles que par une modélisation in vivo, et en particulier des modélisations dans des modèles animaux qui sont ceux dans lesquels on peut le mieux comprendre les effets respectifs de la différenciation et de l'autorenouvellement. Et donc l'histoire n'est pas terminée. Il est possible que dans 5 ou 7 ans, nous reprenions cette problématique à la lumière des éléments qui seront apparus depuis. Voilà, je vous remercie beaucoup, et je vous invite donc, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, de venir au séminaire de la chaire qui aura lieu le 14 juin, et dans lequel j'ai pu inviter un certain nombre de participants très, très éminents aux travaux que je vous ai présentés aujourd'hui. Merci.